Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler de l'empreinte dictatoriale de M. Denis Sassou Nguesso à l'échelle de la société congolaise. Mesdames, Messieurs, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte et puis comme un éveilleur de conscience. Vous savez bien comme moi que l'inégalité entre coûts social, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Ceci est donc un cas de conscience universelle au niveau philosophique, politique, économique, social, culturel, écologique et sociétal à l'échelle congolaise. D'abord, mesdames, messieurs, vous savez que être citoyen, c'est d'abord d'être éduqué, puis d'être informé, et enfin d'agir. Sinon, à quoi ça sert d'être citoyen? Mesdames, Messieurs, l'empreinte dictatocratie Denis Sassou Nguesso que je vais ici expliquer mesure en réalité la pression exercée par le dictateur Denis Sassou Nguesso sur la population, sur la politique, sur l'économie, sur le social, sur l'humanitaire, sur l'écologie et enfin sur la société congolaise tout entière, sur différentes échelles, individuelles, locales, régionales, nationales, continentales et planétaires. Mesdames, Messieurs, oui, le premier niveau de cette empreinte de la dictocratie du dictateur Denis Sassou Nguesso est d'abord à l'échelle de la population, au niveau de la population congolaise tout entière. Je vais ici essayer de mesurer l'impact du dictateur Denis Sassou Nguesso, de son régime, à différentes échelles sur la population. D'abord, à l'échelle individuelle. Vous savez que 9 Congolais ou 9 familles congolaises sur 10 ont désormais des embrouilles avec le régime, avec la dictocratie incarnée par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Oui, chaque Congolais a perdu au moins 3 membres de sa famille sur 5. N'oublions pas les problématiques de la condition de vie, de la condition humaine au Congo-Brazzaville. Elle est catastrophique. La condition humaine à l'échelle congolaise est catastrophique. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, aux soins, à la justice, à l'éducation, etc., etc. N'oublions pas les coups d'État successifs. À chaque fois qu'il y a eu un coup d'État au Congo, Sassou Nguesso est toujours là. Nous ne parlons pas des génocides, etc., etc. Deuxièmement, à l'échelle locale. Certains membres des tribus ont été
souillées ou traumatisées ou détruites par le régime. N'oublions pas l'histoire du Congono, la forêt du Congono avec l'affaire Piranga en 1987-88. N'oublions pas ce qui se passe aujourd'hui dans les départements du pôle, chez les Lari Congo. Les Kouyou dans le nord, dans sa propre région, et aussi les Lari Congo aujourd'hui dans le pôle. Les opérations Moebara et tout ça là. Mesdames, Messieurs, à l'échelle de Brazzaville par exemple, n'oublions pas que depuis le référendum illégal et illégitime, puis les hold-up électoraux, et puis il y a des rafles, des jeunes, des gens qui cherchent à résister contre le régime. On enlève, on torture, on tue. Vous voyez? N'oublions pas le 4 mars. N'oublions pas l'affaire du Biche, etc., etc. À l'échelle régionale, oui, le pôle a subi l'empreinte dictatocratie de M. Denis Sassou Nguesso et la cuvette aussi, et toutes les régions du Congo d'ailleurs. À l'échelle nationale, vous savez que 10%, plus de 10% de la population congolaise a perdu sa vie. On estime entre 400 000 à 500 000 Congolais qui sont morts à cause de la dictocratie incarnée par le dictateur M. Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, à l'échelle continentale, oui, vous connaissez l'opération Mbata Yamakolo. Quand il y a eu plus de 90 000 Zaïrois ou Congolais de la RDC qui ont été conduits dans leur pays dans les conditions inhumaines. Il n'y a que les animaux qui n'ont... Les animaux ont même la mémoire. Si les humains n'ont plus de mémoire, donc ils sont pires que les animaux. Les animaux ont la mémoire. Voilà. N'oublions pas le pompier Pureman à l'échelle de la RDC. Oui, le pompier Pureman à l'échelle de la RCA, la Centrafrique. Au Burundi, qui continue à entêter tous les dictateurs du continent. C'est Sassou Nguesso qui est tout derrière pour les entêter à rester au pouvoir. Mesdames, Messieurs, à l'échelle planétaire, oui, M. Denis Sassou Nguesso est là, boutissement de la France-Afrique. Vous savez que les opposants congolais à l'échelle française, par exemple, sont devenus des terroristes. Ceux qui défendent la liberté, la libération de leur peuple contre un dictateur qui est en train de tout massacrer, comme un rouleau compresseur. Mais ici, en France, à l'échelle française, nous sommes tous devenus des terroristes. Quand on défend la liberté, la démocratie, à l'échelle congolaise, aux yeux de l'oligarchie politico-affairiste française de gauche comme de droite, on devient des terroristes. Vous voyez l'impact? Mais derrière ça, c'est tout ce que je vais vous parler par la suite. Mesdames, Messieurs, le deuxième niveau de cette empreinte, c'est alors... cette empreinte est politique. Oui, à différentes échelles. Prenons à l'échelle individuelle. Le pouvoir au Congo, c'est lui, Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui dicte sa propre loi. Il exerce le pouvoir de façon absolue, sans qu'aucune loi ni institution puisse déjouer sa dictature dans le temps. Donc, il se prospère, il tue, il brutalise. L'individu est traumatisé, terrorisé, humilié, souillé, affamé, laissé sans éducation. Vous connaissez l'impact. Mesdames, Messieurs, les opposants politiques sont en prison. Tous ceux qui se définissent comme opposants ou vrais opposants au régime, ils sont soit en prison ou terrés comme des rats et d'autres en exil. Bon, à l'échelle locale, oui, bien sûr, il a entrepris une vaste entreprise de faux opposants.
qui viennent parler au nom de leur tribu. Et ils sont invités au mangeoire pour continuer à détruire le peuple congolais. La problématique des faux opposants qui prennent leur fief électoral ou traitent leur fief électoral comme du bétail humain ou du bétail électoral pour s'afficher aux yeux du dictateur comme représentant légitime ou électoral d'une tribu. On le voit les conséquences sur différentes échelles nationales. Oui, à l'échelle régionale, prenons le cas de Mokoko, il est en prison. Les cas de Bakoko et tous les autres du nord ou de toute la région du nord, de la Kivette et même les Okobi Salsa. Prenons aussi au sud les Polé Makaya, les Modeste Boukadia et tous les autres. Voilà, on connaît. À l'échelle nationale, vous savez que Sassou Nguesso est fiché aux yeux du peuple congolais comme monsieur 8%. Tout le monde le sait. Bien sûr qu'il a 33 ans de dictature, de dictatocratie. Oui, à l'échelle continentale. Vous savez que Sassou Nguesso, c'est lui, il est le représentant du syndicat des dictateurs en Afrique francophone, qui est d'ailleurs l'espace linguistique qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs du continent noir. Déclassé. Oui. L'Afrique francophone est déclassée à cause de ces syndicats de dictateurs, représentés par M. Denis Sassou Nguesso. Comparé, à titre comparatif, 90% des régimes d'Afrique francophone sont dictatoriaux, contre seulement 25% dans le bloc anglophone. D'ailleurs, le bloc anglophone est le plus dynamique et celle qui avance de manière anthropologique dans l'alternance politique est l'Afrique francophone. Oui, l'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. L'ennemi du Congolais, c'est Denis Sassou Nguesso. L'ennemi de l'Afrique, c'est Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, à l'échelon international, bien sûr, Sassou Nguesso est l'aboutissement de la France-Afrique, de papy et de mamie. Ne parlons pas des problématiques des intérêts particuliers, des financements occultes des partis politiques et toute cette économie qui gravite autour du dictateur. Le pays tout entier est livré à la guerre des loups et des vautours. D'abord de l'intérieur, puis de l'extérieur, dans la fameuse France-Afrique. Mesdames et Messieurs, au niveau économique, si on prend à l'échelle individuelle, vous savez qu'un Congolais, tout Congolais, à l'échelle nationale, vit avec moins de $1 par jour. Alors que le pays est le 4e pays producteur de pétrole du continent noir, même si les cours ont baissé. Mais depuis 1997 à nos jours, le Congo a ramassé des milliards de dollars. Il est le 3e pays producteur exportateur de bois précieux pour une population seulement de 4 millions d'habitants. Même si elle est en train de diminuer au fur et à mesure que le dictateur cherche à se maintenir coûte que coûte au pouvoir en utilisant les terroristes d'État, les crimes de masse pour réduire le volume de la population générale congolaise et importer d'autres esprits qui seront entre populations qui seront là pour l'accompagner dans la destruction d'un écosystème d'abord humain et aussi économique. Oui, le problème de l'argent. Où va l'argent du Congo? Pourquoi les pays sont aussi pauvres? Le Congo est aussi pauvre, le Congolais est aussi pauvre. Oui, à l'échelle locale, régionale, nationale, que dalle. Bon, pour mesurer ça, il faut voir les 3 indicateurs majeurs ou macroéconomiques. Bon, donc, parmi les 3 indicateurs, il y a la balance commerciale, le taux d'investissement aussi de la consommation intérieure. Mais prenons le cas déjà le cas de la balance commerciale sur différentes échelles nationales. Vous savez que si le bois déjà, n'en parlons plus, c'est géré de manière opaque. Alors que ce même bois, avant l'arrivée de Sassou Nguesso en 1979,
c'est elle qui a consisté à former les Congolais, les 4 Congolais depuis 1959 à nos jours. Depuis Youlou, Massavadeba, Marien Gwabi et Yombi. On n'avait pas de pétrole, mais on vivait mieux. Même si on était pauvre, mais il y avait une certaine dignité, il y avait l'éducation, il y avait tout. Minimum pendant cette période. Mais depuis qu'il arrive avec son pétrole là, le pays est plus que jamais pauvre. Le Congolais est plus pauvre. Cela veut dire que si on enlève le pétrole, qui est d'abord géré à moitié de manière opaque, le Congo n'a plus de ressources budgétaires. Cela veut dire que le Congo ne crée pas de richesses parce que la balance commerciale du Congo est négative. Si on enlève le pétrole, la balance commerciale du Congo est négative. Négative. C'est l'économie de la rente, la chasse et de la cueillette. Ils n'ont pas agité leurs neurones pour créer des valeurs ajoutées au niveau des services, diversifier l'économie, etc., etc. Les gens ne cherchent pas à devenir des pays développés, mais vivent dignement. Il n'a pas donné ça. La balance commerciale du Congo aujourd'hui est négative, puisque tout est calculé sur le pétrole. On voit les cours du pétrole aujourd'hui sont très, très, très bas. Donc, on n'a plus d'argent. Mais bien sûr qu'ils ont caché le magot qu'ils ont confisqué au peuple congolais, ils ont caché à l'extérieur. Ils font des montages, des emprunts obligataires pour faire venir un peu de liquidité et rester toujours dans ce sens. Mais voilà, mesdames, messieurs. Le deuxième indicateur, c'est le taux d'investissement. Et quand on voit ce taux d'indicateur, le taux d'investissement, bon, qui bénéficie de l'argent du Congo, l'argent public, c'est qu'il y a des mafias qui sont là, qui viennent construire des infrastructures à la con, ou c'est de la municipalisation mal accélérée, ou tout ce qui va, des trucs standardisés. Oui, des villes standardisées, et voilà. On dit en 17 ans construit, on a fait 9 municipalisations accélérées qu'on voit les résultats. Donc c'est un désastre. D'abord cognitif, mais aussi économique. Bon. Le troisième indicateur, c'est la consommation. Les salaires des fonctionnaires ne sont pas payés, les retraites non plus, les étudiants n'ont plus de bourse, le pouvoir d'achat, il y a une mafia, il y a des dealers qui harcèlent les commerçants, qui pillent, voilà. Donc, rien du tout. Donc, aujourd'hui, le Congo aujourd'hui est dans la récession. Elle est dans la récession totale. Donc, on sort des standards économiques, des règles économiques. Si vous ne pouvez pas penser à ces 3 indicateurs macroéconomiques, donc la balance commerciale, création des richesses, et les taux d'investissement alloués au TPE, au PME, à l'investissement public, et aussi à la consommation par l'impact qui ne rejoint pas, parce que tous les 2 premiers indicateurs, on voit l'impact sur la consommation. Mais là, que dalle. Mesdames, messieurs, le 4e niveau, il est social. Vous savez que de Youlou jusqu'à Marien Gwabi, les Congolais étaient certes pauvres, mais ils n'étaient pas au quart monde aujourd'hui. Nous sommes au quart monde, les Congolais sont plus pauvres que jamais. Sauf eux, ils prospèrent avec leur économie puisqu'ils ont confisqué un État. Tout un pays est livré à la guerre des loups et des vautours. Et donc on voit les résultats au niveau de la condition sociale, des droits sociaux. Oui, l'argent du Congo est distribué de cette manière-là et la règle, elle est toujours la même, elle n'a jamais changé. C'est-à-dire les liquidités de l'économie congolaise, c'est-à-dire les recettes liées au pétrole, à l'exploitation des matières premières et tout ce qui les aide économiques mondiaux, tout ce que vous connaissez des TT, les services autres, et les impôts autres. Bon, tout ça est redistribué à 10% au peuple souverain. Les 40% servent d'abord au lobbying du dictateur. Là où il achète des armes, le lobbying des mercenaires, on lui laisse des rôles à la con, donc il a acheté la conscience planétaire pour qu'il lui il restait là,
venez, vous avez besoin d'argent, allez à Oyon. Vous avez besoin de ça, allez au Congo. Donc vous avez vu par exemple entre 2009 et 2015 par exemple, il y a eu une ruée de tous les pourriers vendus, non seulement à l'échelle française, mais aussi à l'échelle planétaire qui sont allés au Congo. Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc les gens vont là-bas pour aller chercher l'argent. Tu as besoin qu'on te protège, voilà, tiens, donne-nous l'argent. Voilà, il a 40% du produit intérieur brut congolais à distribuer à ces réseaux de lobbying qui cherchent à le maintenir au pouvoir en entretenant des compagnies de mercenaires, en achetant des armes et des munitions. Oui, en achetant les consciences à l'échelle nationale, au niveau des faux opposants, des représentants des tribus, des sages, des faux sages, des institutions fictives. Et tout cet argent va être utilisé pour cette économie-là. Et les gens à l'extérieur, ils frottent les mains. Mais ce qu'on ne pourrait pas voir ailleurs, dans les pays arabes ou à d'autres, non. C'est une situation qui remet en cause l'anthropologie noire. Comment un noir peut détruire ses semblables et tout ça. Je n'ai jamais vu. Aucune dictature au monde n'a jamais fonctionné de cette manière-là. C'est d'abord immoral et cela pose à la fois des problématiques politiques et morales. L'immoralité, à grande échelle. Mesdames, Messieurs, les 50% restants, c'est pour lui, les biens mal acquis, qui distribue à sa famille, à ses enfants, qui achètent des villas, des biens mal acquis partout dans le monde, qui font des investissements avec cet argent. Et sans oublier les miettes qu'il donne à ses dignitaires qui sont là pour l'accompagner, entretenir la dictature ou la dictatocratie. Oui, l'immoralité à l'échelle congolaise et aussi planétaire. Voilà. Donc ne parlons pas de la dette. Le pays est d'ailleurs le plus endetté du continent noir. Parce que, pourquoi? Parce que quand il prend 100% du produit intérieur brut congolais, 10% c'est pour le peuple, 40% c'est pour ses lobbying, les réseaux de lobbying, 50% pour lui. Donc, les besoins du peuple, c'est autour de 90% du PIB. Mais où trouver les 90%? Il va s'endetter. Donc, il donne des réseaux pour aller trouver de l'argent, s'endetter. Les liquidités, c'est pour eux. La dette, c'est pour le peuple, pour les générations actuelles et futures. Mais, bien sûr, le système n'est pas aménageable. Et pourquoi? Parce que, quand Sassou Nguesso emprunte 100% de l'argent auprès des bailleurs de fonds internationaux, la règle ne change jamais. Il remet toujours 10% de cette dette au peuple congolais. 40% pour acheter pour ses lobbying et 50% pour lui. Et ça recommence. Donc le pays est le plus endetté par tête d'habitant du continent et au monde, au vu du potentiel, des ressources potentielles et des revenus. En termes de tenant compte des ratios population et superficie. Mesdames, Messieurs, le 5e niveau, c'est au niveau humanitaire. Oui, à l'échelle, que ce soit à l'échelle individuelle, locale, nationale, vous savez que les droits humains, les droits de l'homme sont tous bafoués, souillés, brutalisés, terrorisés, traumatisés. Oui, le Congo est une prison à ciel ouvert. C'est un piège à con. C'est un piège à prison pour tout opposant à la dictatocratie. C'est un piège mortuaire pour tous les Congolais. Les rapports des droits de l'homme et des citoyens ou des droits de l'homme, des organisations des droits de l'homme, hein, voilà, Maître Tchatier Massengo, voilà, vous connaissez ces rapports-là, ils sortent tous les jours, mais la communauté internationale fait le con, puisqu'ils sortent au mangeoire. Donc, il s'agit bien d'un acharnement contre un peuple, constaté aux yeux du monde. Qui dira que demain, et que si demain, les mêmes causes
crée les mêmes conséquences. Et si demain, la communauté internationale viendra pour dire que quand il y aura des problèmes de règlement des comptes et autres, venez dire non, vous n'avez même pas été pour protéger un peuple en danger. Non-assistance à personne en danger. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, au niveau humanitaire, vous avez vu que l'immigration en Occident, notamment en France, 2000 Congolais sont arrivés en France depuis le référendum illégal et anticonstitutionnel qui s'est passé en 2015 et jusqu'à nos jours. Les Congolais n'ont pas besoin d'aide. Ce n'est pas un pays pauvre. Ils ont tout. Il y a des cerveaux et tout. Ils ont besoin que le monsieur Sassou Nguesso soit mis hors d'état de nuit, c'est tout. Il n'a pas besoin d'aide. Les Congolais sont devenus les Africains les plus humiliés de tout le continent. Et on le voit partout. L'immigration massive. Les gens fuient partout dans tout le continent noir, à l'extérieur, en Europe, en France, les Amériques, partout. De quel est ce problème-là? Pourquoi on nous punit comme ça? Pourquoi on nous a punis comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait comme mal? Mesdames, Messieurs, le 6e niveau, c'est au niveau écologique. Oui, nous ne parlons pas du pillage systémique des forêts du bassin du Congo, qui est le 2e poumon d'oxygène de la planète. Sassou Nguesso en tête, la gestion est opaque. On coupe les forêts de manière abusive. Plus il y a le chaos, plus ils s'enrichissent, ils coupent. Mais bien sûr, ces acteurs économiques ne savent pas qu'ils sont en train de détruire les générations futures. Mais pas seulement à l'échelle congolaise, mais à l'échelle d'un continent aussi planétaire. Parce que la forêt du bassin du Congo, le Congo représente 30% de la forêt du bassin du Congo, le 10e poumon de la planète. Mesdames, Messieurs, je vous dis que nous ne parlons pas des villes poubelles, sont devenues des bouillons de cultures pathogènes. Le problème des traitements de déchets ménagers et assimilés, des collectes, des traitements et tout ça. Oui. Le problème de la voirie, des villes et autres, c'est des désastres, c'est un bouillon de cultures pathogènes. Mesdames, Messieurs, oui, le désastre est annoncé. Il est déjà visible à l'échelle de la condition humaine liée à l'impact écologique de la structure, de l'organisation et du fonctionnement des écosystèmes urbains congolais sur différentes échelles, locales, nationales et régionales. N'oublions pas les problèmes de pollution liés à l'exploitation du pétrole. Oui, à Pointe-Noire, dans la Kouilou, c'est un désastre. N'oublions pas qu'il y a eu une année où on a enfoui des déchets nucléaires dans la région du Kouilou. On connaît les lieux sont localisés, mais ces gens-là sont toujours là. Ils sont en jeu, soit avec le régime. Donc, comme si le Congolais devient plus l'ennemi de sa propre race. C'est jamais vu. Mais quelle mortalité. Mesdames, Messieurs, je pense que c'est un acharnement. Et d'ailleurs, le dictateur Sassou Nguesso aurait financé la COP 21 à hauteur de 50 millions d'euros. Alors que là-bas, l'école, la condition humaine est désastreuse. Mais pourquoi cet acharnement? Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler du 7e niveau. Il est au niveau de la société congolaise. Oui, à différentes échelles individuelles, locales, régionales et nationales. Les mentalités, les habitudes, les comportements, l'âme de tout un peuple est détruite complètement. Les Congolais ici, affamés, laissés sans éducation, ne s'adonnent qu'à des occupations médiocres. Des veillées mortuaires, la sorcellerie, les débits d'alcool, la paresse intellectuelle,
le manque d'hygiène, des normes et tout, alors qu'il y a le cerveau. Mesdames, messieurs, oui, la société congolaise tout entière est malade. Parce que celui qui détruit la conscience, la raison, l'esprit humain, l'esprit d'un peuple, détruit complètement une société. Les résultats sont là. Donc nous sommes dans un volcan à caractère explosif. Pourquoi? Parce que le Congo est comme un volcan dormant. C'est un volcan qu'on connaît dans les zones de subduction. Je ne vais pas vous faire un cours de la tectonique des plaques, encore moins de la physique et de la géochimie du globe. Non, nous sommes en face d'un volcan explosif dormant. Le jour où ça va exploser. Vous savez, quand on tue, on brutalise, on humilie, on laisse l'individu sans éducation, cela crée naturellement des formes de conscience réfractaires. Oui, je peux vous donner un exemple. Moi, j'ai rencontré Marien Ngouabi quand j'étais tout jeune, en 1975. Quand il a été assassiné en 1977, j'étais encore à l'école primaire. Mais on m'a dit que c'est les sudistes qui auraient tué Marien Ngouabi. Marien Ngouabi, le village de Marien Ngouabi est mon village de mon père, parce que lui, il est de la tribu Kouyou, moi de la tribu Makwa, sur l'équateur. Mais nos villages, le village Ombélé et mon village, là où se trouvait mon papa, à 17 km de Makwa, la partie nord, c'était surtout moins de 72 km. Mais quand j'ai passé les primaires, et aussi le collège à Makwa au village, et Makwa et une partie du lycée, moi j'avais la haine des sudistes. Parce que, comme on dit, l'inégalité entre cours social, culture, société et civilisation n'est pas liée à la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu. J'ai reçu une fausse information. On me disait que les Bas-Congo, les gens du sud là, sont des criminels. On m'a donné toute cette éducation. J'avais la haine. J'ai vécu tous les collèges à Makwa. Je me méfiais, pas la haine, mais je me méfiais. Mais quand je suis arrivé, quand je suis revenu à Brazzaville, la ville que je suis né, en 1984, mais j'ai commencé à fréquenter les gens et voir la télévision, écouter des choses et lire certaines choses. Et quand je suis arrivé aussi en Europe et autres, j'ai dit non, mais c'était faux cette histoire. Mais pourquoi Sassou Nguesso s'acharne-t-il contre les nordistes et aussi des sudistes, les Kamokoko de sa propre région, de la tribu Mboshi, parce qu'il y a la tribu Mboshi, c'est la grande tribu, mais il y a des sous-tribus. Il y a d'abord les Makwa, nous, moi et Mokoko. Il y a aussi les Kouyou, Marien Ngouabi, Yobi Opango, Piranga, et aussi Sassou Nguesso Mboshi, et d'autres, les Ngala de Mosaka et les Moy, et voilà. Vous connaissez ces tribus-là au Congo. Mais pourquoi Sassou Nguesso s'acharne-t-il contre? C'est d'abord s'acharner contre les Kouyou au départ. Mais son histoire, peut-être qu'il y aurait eu un drame, un psychodrame familial qu'il avait envie d'en découdre avec cette tribu Kouyou. Je ne sais pas. Mais pourquoi il s'acharne-t-il aussi contre les poules, les laris, Congo? Peut-être qu'il a subi une humiliation à un moment donné. Mais pourquoi Sassou Nguesso s'acharne aussi de manière cynique à toute la population congolaise, aux Congolais, au pays, tout le Congo? Mais peut-être que lui aussi a subi un psychodrame dans son enfance. D'enfance, oui, traumatisme, un psychodrame, une humiliation, une déviance sociétale, des névroses aussi liées à l'enfance. C'est un cas de psychanalyse, Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, vous savez que quand l'individu est humilié, il devient très dangereux. Vous savez qu'aujourd'hui, au sein de la population congolaise, les gens éduquent aujourd'hui la population congolaise dans les familles, surtout majoritairement dans la partie sud et aussi dans le nord. Dans le sud, on dit « Ah oui, c'est des nordistes ». Maintenant, ils ont compris que ce n'est pas que des nordistes, maintenant c'est les Mboshi. Mais comment une tribu, aujourd'hui, met son avenir en péril à cause du maintien au pouvoir d'un individu?
ce que Sassou Nguesso est en train de faire à tout le peuple, qui ne dit pas que demain, comme l'avait dit le président Philbert Youlou, qu'un jour ou l'autre, le Congo connaîtra un fou, aura un fou dans ce pays. Et ce que j'ai répété toujours dans mes vidéos, au vu de cette humiliation, de ce traumatisme, où les gens donnent l'éducation dans leur famille, contre non seulement les nordistes, mais aussi contre les Mboshi, qui ne dit pas que demain, il y aura un fou. Ce qu'il est en train de faire dans le pool aujourd'hui, il prend toute une armée congolaise et avec ses mercenaires et les moyens dont il dispose, du renseignement et tout ça, avec ses alliés, qu'on lui donne des informations pour détruire tout un peuple. Le peuple, l'Ari, Congo, et au sud, les Téké. Et non seulement aussi dans tous les pays. Mais qui ne dit pas que demain, les mêmes causes créent les mêmes conséquences? Est-ce qu'il ne dit pas que demain, il y aura un aussi qui pourra aussi utiliser les mêmes méthodes, mais pas pour détruire le peuple, mais s'attaquer aux Mbushi? Il y a une coalition qui est en train de se préparer. Parce que les gens disent que ce que Sassou Nguesso fait au peuple congolais, ni l'Union africaine, ni la communauté internationale, ni notre premier partenaire économique, diplomatique, géostratégique, la France, ne puisse se mêler à cela pour le mettre en état de nuit, celui qui est en train de déclasser son précaré. Mais non plus. Les gens disent non, mais demain, si Sassou Nguesso d'ici peu, si tombe, il n'y aura pas d'intervention de la France. La France ne peut pas faire des droits de veto ou faire une intervention. Pourquoi il ne l'a pas fait depuis 1997 à nos jours? Donc il se pose un problème. Certains pensent que dès que la Sassou Nguesso tombe, il faudra mettre toutes les solutions, tous les moyens du peuple pour protéger les Français et les Blancs au Congo-Brazzaville, pour qu'il n'y ait pas d'intervention, pour que les Congolais lavent les sales en famille. Bien sûr, je vous dis que les gens se préparent à un chaos global. Je vous dis que le Congo, c'est un pays, un volcan en dormance totale. Il y a des gens ici qui disent non, moi Sassou Nguesso tombe, moi je vais d'abord à Oyo profaner tous les cimetières de Nguesso. D'autres disent non, moi je serai ministre de l'Intérieur, d'autres ministre de la Défense. Maintenant, on va s'occuper, on va faire comme il a fait dans le pool. C'est-à-dire pour préparer un rebelle fictif en vue de bombarder tout cela, mais devenir toute cette zone de Mboshi deviendra une zone militarisée et de violence pour monter, faire une sorte de jurisprudence. Je vous donne les informations. Je ne suis qu'un éveilleur de conscience, un lanceur d'alerte. Donc les Mboshi doivent prendre leurs responsabilités et maintenant. Parce que Sassou Nguesso le fait aujourd'hui, parce qu'il dispose des moyens de l'État, les armées, la force publique, le renseignement, les comptes publics, les moyens de lobbying, de diplomatie et tout. On lui donne des rôles à la con partout dans le monde pour détruire un pays. Mais qui ne dit pas que demain, un fou viendra aussi faire pareil avec les méthodes et les technologies nouvelles. Mesdames, Messieurs, peuple Mboshi, nous sommes des Mboshi. Je suis un Mboshi quelque part. Parce que entre Makwa chez moi et Mokoko et les Ngwabi, c'est entre Mboshi Kouyou et Makwa. Les différences dans la langue, dans les cultures, les habitudes, les comportements, pas les comportements, dans la culture linguistique et les mœurs et les modes de vie, parfois sont similaires. Oui, quand un Makwa parle, un Mboshi entend quelque part. Quand un Kouyou parle, un Makwa entend. Quand un Kouyou parle, un Mboshi entend. Bon, pourquoi nous sommes en train de détruire tout un pays à cause de ces gens-là qui ne sont que là pour préserver leurs privilèges en détruisant un peuple tout entier. Les gens en ont marre de Sassou Nguesso. Les gens en ont marre des Mboshi. Écoutez bien ce que je vous dis. Le Congo est en danger. Parce que les gens s'y préparent. Les gens s'y situent. Les gens s'y organisent.
pour rendre la monnaie, régler les comptes, le règlement de compte général. Vous voulez ça? Vous Mboshi, tout un peuple. Nous avons 65 tribus au Congo. Vous allez vous battre contre 64 tribus avec des gens qui seront des ministres autour de tous les pouvoirs, avec des méthodes nouvelles d'intelligence, avec des lois contre les Mboshi. Vous voulez quoi? Vous allez vivre ça? Mettez tous les moyens, s'il vous plaît. Ce n'est pas les intérêts de la France qui privent sur la dignité, la liberté et la condition humaine au Congo. Parce que les intérêts entre le Congo et la France resteront, parce que les deux pays sont éternels. Les peuples sont éternels. Sassou Nguesso n'est pas immortel. Sassou Nguesso, tôt ou tard, il va mourir. Mais la suite est ancrée déjà dans l'ADN. Dans la haine, je dirais même génétique. Les gens en ont marre et ont envie de régler ça. Si c'est possible, on le fera. Il y a eu déjà des précédents, des genres de contre-réactions partout dans le monde. Donc, protégeons-nous. En livrant Sassou Nguesso, qu'on le mène ailleurs, si on ne veut pas le tuer. Bon, bien sûr, si on ne le tue pas, pour les autres, il serait simplement de les tuer. Hein. C'est simplement, je vous dis simplement. Pour eux, il n'y a pas de problème parce qu'il a dit qu'il a eu une chance en 1991 parce que nous étions des humains. Ils se disent ça. Maintenant, cette fois-ci, il n'aura plus de chance. Mais demandez, faites quelque chose pour qu'on le mette quelque part. Il nous laisse le pays tranquille. Les relations stratégiques entre la France, notre premier partenaire, ils seront toujours là. Mais pourquoi s'acharner contre un pays en les détruisant, en allant s'attaquer, en privatisant ses comptes publics et en rentrant dans les trésors publics congolais comme on rentre dans un moulin? Mais ça, c'est quoi? Tu n'as jamais vu? La France, c'est 10 premières puissances économiques d'Afrique, ou premier pays carré d'Afrique, et aujourd'hui, il n'est pas là. Même la question commence à heurter certaines sensibilités, même en Occident. C'est pas possible. Pourquoi la France fait ça? N'est pas en mesure là. Je veux François Hollande n'est pas président, il appelle là. Sassou Nguesso, non, tu arrêtes là. Sassou Nguesso part. Hein. Parce qu'il n'écoute qu'eux. Parce que c'est eux qui les protègent, qui les renseignent. Voilà. Vous savez que les Congolais aujourd'hui en Occident, qui luttent contre Sassou Nguesso, à l'échelle française, sont devenus traités comme des terroristes. Alors qu'on lutte pour la liberté, la démocratie et autres. Mais alors, où est le problème? Donc, ça devient dangereux. Et donc, quand les mots, les menaces et d'autres ne suffisent plus, le danger est réel sur les différentes échelles. Non seulement congolaises, mais aussi pour la France. Parce que les gens pensent que, bon ben, demain, nous ne pourrons plus avoir des présidents ou des acteurs politiques congolais qui viennent du monde francophone, surtout de la France. On ne veut plus tenter ceux qui viennent des pays anglophones. Parce que dans l'anglophonie ou dans le monde anglophone, les gens sont plus dynamiques et plus les valeurs de liberté et de démocratie que les francophones. Donc les gens cherchent à trouver ces équilibres-là. Donc je vous dis que je ne suis que la partie émergée de la contestation. Mais les gens n'en parlent plus. Les gens restent maintenant dans l'ombre. Ils gisent dans les réseaux. Et on ne sait pas ce qui pourra arriver dans ce pays-là. Donc, peuple congolais, intellectuel congolais, élite congolaise, préparez-vous déjà à traiter le cas du chaos. Le chaos sera là, inéluctablement. Parce que dans 99% des cas, la chute d'une dictatocratie ou d'un dictateur antisocial et surtout criminogène apporte toujours le chaos à son peuple. Et tous ceux qui sont là, chargés d'entretenir le régime ou la dictocratie, sont obligés de le protéger pour aussi éviter le chaos. Ceci est un cas de prise de conscience ou d'éveil de conscience universelle. À l'échelle anthropologique, politique, économique, sociale, culturelle, écologique et sociétale, à l'échelle congolaise d'abord et à l'échelle planétaire. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.